Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce pas premier stream, mais j'ai l'impression premier stream qui fonctionne. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous. Ouais, c'est naze. Voilà, ça me semble un peu mieux. Alors, hop. Ce que je vais faire, je vais partager le lien du stream. Euh, tadam, tadam. Ok. Ok, bah ça a l'air de fonctionner. Du coup, je vais reprendre et je vais aller, hop, en essayant de montrer peut-être le moins possible, histoire de garder un peu la surprise, même si j'ai déjà teasé avant là-dessus. Alors, bon, on peut peut-être commencer par l'école d'art de Clermont-Ferrand, qui est la première construction que j'ai faite pendant le confinement. Pas ma première construction Minecraft, parce que j'avais déjà eu Minecraft avant de l'avoir sur ordinateur, sur Xbox 360, et j'avais déjà fait des trucs, pas mal de choses d'ailleurs. Bon, après, j'avais pas beaucoup joué sur Xbox One, mais je me l'étais jamais vraiment installé sur PC, ce qui était bête en fait. Euh, donc là, nous sommes voilà, dans l'école d'art de Clermont-Ferrand. Donc ici, donc on a l'atelier sculpture. Alors je l'ai pas trop meublé cette école-là. Je me suis surtout attaché aux espaces. Euh, voilà, mais on peut tout à fait la meubler, voire l'habiter autrement éventuellement, ça peut être intéressant. Peut-être me mettre à marcher. Ici, nous sommes donc à l'entrée. Euh, hop, hop, hop. Là, on a la bibliothèque, donc que j'ai meublée pour le coup. J'ai meublé surtout voilà quelques petits trucs à cet étage-là. Donc on a la bibliothèque, c'est cool. Et là-bas, on a l'amphi aussi. On a l'amphithéâtre. Alors j'ai pas grand chose à raconter sur cette école, d'autant plus que, enfin, sur le lieu en lui-même, dans la mesure où c'est un espace, enfin c'est un lieu, pardon, qui, qui est assez neuf, et donc c'est une école qui est très très bien. Euh, Qu'est-ce que, ouais, je vais pas non plus me mettre à parler de l'école, dans la mesure où moi ce qui m'intéresse là, cette fois-ci, c'est surtout de parler en fait des espaces, éventuellement des histoires. Voilà, donc on a qu'on appelle ça, cette passerelle entre les deux bâtiments principaux. Ici l'atelier de quatrième année où j'étais installé cette année, du coup. L'atelier de cinquième année où je serai sans doute installé l'année prochaine. Quoique avec toutes ces histoires de virus,
on va se retrouver avec des cinquièmes années qui seront toujours dans l'école, donc je ne sais pas comment ils vont organiser les espaces par rapport à ça. Mais c'est vrai on va, con- on va toujours avoir voilà, les cinquièmes années de l'année dernière, donc ça va être une situation un peu inédite à ce niveau-là. J'ai construit donc mon école au-dessus d'une faille afin de permettre de cet effet. Alors, évidemment, sur un écran, on n'a pas trop le sentiment de vertige, mais voilà, on a cet effet-là, quoi, où on peut voir la faille en dessous. Je trouvais ça intéressant, quoi. Euh, Après, je pense que ce serait d'autant plus intéressant de le voir en réalité virtuelle, quoi. Mais bon, je n'ai pas de casque réalité virtuelle et puis on verra peut-être une autre fois, hein, c'est pas déjà moi voilà, là l'important pour moi déjà c'est les espaces, les histoires et donc on commence à se diriger vers le le bâtiment l'école qui m'aura demandé le plus de travail. Je vais essayer de m'installer un peu plus confortablement tiens, pour faire ça. Ce qui m'aura demandé le plus de travail. Là, on va y aller pour un bon moment. Je vais juste. je- Ah, je vais juste regarder. Ouais, là, là, on est bien. Là, on est bien. Alors, ok. Hop, hop. Est-ce que j'ai. Ah, je vais faire ça. Étant donné que c'est le premier Twitch qui fonctionne et que je vais essayer de faire un peu sérieusement, je me permets de partager un peu le lien. Hop, hop. D'accord. Hop, hop. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de. Ok. Bon, bah, de toute façon, là, j'ai pas de. Ça va être un peu relou pour la rediffusion, mais étant donné que je n'ai pas de viewers, je me sens pas l'astreinte de mettre. Dès que je. Ah, on a quelqu'un sur le chat, sur le truc. Ok, alors je me dépêche. Non, mais allez, je vais y retourner. Alors, donc, nous voilà euh, à la Villa Arson. Alors, la Villa Arson, donc, c'est une école d'art à Nice, école nationale supérieure d'art de Nice, qui a la particularité d'être non seulement une école d'art, mais aussi un centre d'art contemporain, une résidence d'artistes, d'avoir un magnifique jardin et d'être particulièrement chargé d'histoire. Alors ici, nous pénétrons dans les jardins avec du mobilier qui a été conçu pour le jardin. Donc là, on a une table podium signée Armajani. Pareil là-bas pour une autre grande table. Donc là, on est dans des espaces donc de déjeuner, quoi. Et ici, un petit kiosque qui bon, ressemble pas vraiment au kiosque d'origine, mais bon, qui est là, quoi. Donc ce jardin dans lequel on peut trouver des oliviers. Des oliviers, donc là j'en ai fait trois. Je crois qu'il y en a trois.
ces oliviers qui datent du XVIe siècle. C'est-à-dire que la Villa Arson a été construite, si je ne m'abuse, au XVIe siècle euh, pour des moines dont j'ai oublié l'appartenance, on va dire, mais disons que voilà, c'était un champ d'oliviers, donc sur la colline Saint-Barthélemy, c'est-à-dire que la Villa Arson se situe donc sur une colline qui s'appelle la colline Saint-Barthélemy, sur laquelle on trouve euh, une, euh, une église aussi, avec un cimetière, donc Saint-Barthélemy, quoi. Donc ici à l'entrée, que je suis passé très rapidement, donc on a l'accueil, bien évidemment, avec la petite librairie du centre d'art. Là, on a des appartements en haut. Et là-bas, donc des ateliers d'artistes. Voilà, c'est pas le coin le plus ouf. Qui sont les rares espaces que j'ai pas meublés en fait. Sinon, le reste est meublé, voire décoré. Ici, on a la cantine. Donc là, on est sur des choses très usuelles, hein. C'est pas nécessairement les coins les plus passionnants à visiter de la Ville Arson. Mais du moins, voilà, tout est là. Ici, on a des studios que j'ai pas encore meublés non plus. Des studios 30 mètres carrés qui sont très très bien. Ici, le petit puits avec hop, les tunnels, mais ça, on y reviendra. Et alors aussi, chose intéressante, où là, on a peut-être des petits trucs à dire, c'est ce que l'on appelle les cellules. Alors les cellules, ce sont des petites chambres comme ça de 7 mètres carrés. Donc au niveau légal, c'est presque un peu limite. Mais en fait, la petite histoire de ces cellules-là, et si on les appelle les cellules, c'est parce que justement, à l'origine, ça devait être des cellules d'examen. C'est-à-dire que dans les années 60-70, même non, je crois que c'est les années 60, pendant les travaux de la construction de l'école d'art, alors en fait, à la base, c'était donc un projet de André Malraux, qui était ministre de la Culture, qui voulait faire des écoles d'art qui soient aussi des lieux de rencontre, des centres d'art contemporain, des lieux de résidence, sur quelque chose qui à la base était plutôt orienté bien sûr art appliqué, mais qui au bout de quelques années est devenu donc une école supérieure d'art et notamment une école pilote pour ce qui est de l'art contemporain. Mais donc pendant les travaux donc de cette Villa Arson, il était question de faire passer les examens dans des, dans des salles, en fait, dans des isoloirs. Euh, et donc, ces isoloirs, donc c'était des salles d'examen. Et en fait, entre-temps, est passé mai 68. Et il n'était plus du tout question de faire des examens comme cela, en fait. C'était pas du tout... ce n'était plus approprié. Du coup, ces cellules d'examen en, ont été reconverties en chambres. Et pour le grand désarroi en fait de l'architecte euh, qui était un peu désemparé. Euh, donc euh, voilà, du coup, voilà, l'architecte qui, s'il avait dû faire à cet endroit-là des chambres, ne les aurait certainement pas pensées comme ça. D'ailleurs, pour y avoir séjourné pendant 2 mois, quand je faisais un stage de médiation culturelle donc au centre d'art, pour y avoir séjourné 2 mois, c'est vrai que au-delà de l'inconfort de la taille du lit et de la taille de la chambre, bon, on est sur de la douche commune, des toilettes communes et de la cuisine qui n'est même pas dans ce bâtiment-là, mais qui est au bâtiment là-bas, qui est l'internat. D'ailleurs, on peut aller à l'internat tout de suite. Hop. Voilà, l'internat qui se situe ici. Alors en termes de proportion, c'était un peu compliqué comment dire, de reproduire exactement le même nombre de chambres, que ce soit pour l'internat ou pour les cellules, pour la bonne et simple raison que sur Minecraft, on est quand même sur des blocs de 1 mètre sur 1 mètre, et que quand on a des cloisons de 1 mètre de large, c'est un peu compliqué de respecter les proportions pour des pièces qui sont si petites en fait.
C'est-à-dire que pour des pièces de 7 mètres carrés, 1 mètre de largeur, si on reporte sur les autres chambres, ouais, ça fait à peu près 1 mètre de bouffée de mur sur chaque. Ouais, ça réduit de ouf l'espace. Et ouais, ça fait qu'on est obligé de réduire le nombre de chambres parce que, voilà, en termes de proportion, c'est compliqué. Alors, si je vais. Tac, tac, tac. Je fais une petite pause. Ouais, voilà. Alors, ah, donc nous avons la nuit qui tombe sur la Villa Arson. Et là, c'est très intéressant parce que c'est réellement là que cette école prend tout son cachet en fait. Euh, et encore là, on a les lumières. Mais disons qu'on va faire le tour et on va plutôt se balader. Donc dans A, là, j'avais oublié de mettre une porte. Alors je vais juste rectifier. Ouais, je vais mettre une porte avec une petite fenêtre. Hop. Hop là. Ouais, non. Ah, c'est un peu compliqué. Ouais, alors j'ai gardé le fait de pouvoir poser des choses au cas où, hein, quand je vois des petites coquilles, des trucs comme ça. Par contre, bien évidemment, je n'ai pas. J'ai enlevé quand même l'interface pour pouvoir vraiment visiter de manière un peu plus libre. Donc, on repasse donc devant l'internat. Donc là, on fait un peu le chemin inverse de quand il faut quitter l'école à 21h, en fait, quand l'école ferme définitivement. Dans la mesure où, évidemment, le grand hall est fermé, et donc il faut passer donc, par cet endroit-là pour quitter l'établissement, au moment où, justement, tous les ateliers ferment. Tiens, on a un chat. Ah oui, les chats qui sont des personnages emblématiques de la ville Arsan. Donc voilà, donc là on va simplement se balader, donc on va passer par l'allée centrale. Voilà, donc la nuit. Voilà, on se fait un petit... hop. Donc là on est sur l'allée principale, hein. Après, la particularité de cette villa, elle est aussi dans son côté labyrinthique, enfin dans une moindre mesure le labyrinthe, mais disons que voilà, il y a plein de petits chemins alternatifs, de petits endroits comme ça où passer. Donc là, alors ça, c'est des systèmes de chemins d'eau qui ont été, en fait, qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle dans la mesure où le béton est de trop mauvaise qualité. Et du coup, hop là. Du coup, je les ai mis là parce que ça aurait dû se passer comme ça. Mais en fait, le béton ne permet pas de voir ça. Et donc là, on a un accès donc, sur les terrasses supérieures. Ah, d'ailleurs, ça peut être intéressant de se balader un peu sur les terrasses supérieures avec les terrasses podium. Alors, je pense que là, on peut peut-être... je reviendrai sur les terrasses supérieures, hein, mais je pense qu'on peut peut-être donc descendre un peu et aller en atelier de deuxième année. Donc, l'atelier de deuxième année qui se trouve sous cette terrasse-là, avec cette pyramide merveilleuse, pour continuer sur l'histoire du béton de mauvaise qualité. En fait, et c'est pas inintéressant non plus parce que c'est pas juste que le béton de mauvaise qualité, c'est qu'en fait il y a eu un sabordage au moment des travaux du béton. Et le problème c'est que du coup vu que le bâtiment est classé monument du XXe siècle, c'est très compliqué en fait d'entamer des travaux pour refaire vraiment le sol, enfin le plafond pardon, qui est le sol de la terrasse. Parce que voilà, on n'a pas le droit de, enfin, l'établissement n'a pas le droit de faire de trop grosses modifications à ce niveau-là. Mais donc, pardon, je suis un peu fatigué. Je lance avant le bâillement facile. Ah, ici nous avons un petit plan. Alors, le problème du coup, c'est qu'il y a eu du sabordage. Donc, pendant mai 68, c'est les ouvriers
de la Villa Arson, qui avait d'ailleurs beaucoup de mal en fait à travailler. Enfin, c'était un travail qui était difficile, notamment de poser tous les galets. Donc les ouvriers de la Villa Arson s'abordaient le. Ouais, t'es un peu coincé toi. Donc on s'abordait le béton en y mettant de l'eau de mer en fait. Et le problème c'est que l'eau de mer ça va faire craquer le béton par endroits, faire des fissures, rendre le béton poreux et laisser passer comme ça l'eau de la pluie quoi. Et pardon, je viens de faire quelque chose de très très laid. Mais donc ça laisse passer la pluie et ce qui fait qu'il pleut dans les ateliers. Et du coup on se retrouve, donc là on est redescendu en première année, pardon. Ce qui fait que là, voilà, on a des seaux en fait partout dans l'atelier pour contenir l'eau qui est vidée régulièrement. Et voilà, c'est un peu un enfer. Donc ça c'est un peu un problème d'hiver. Après l'avantage c'est qu'on est quand même à Nice et il ne pleut pas si souvent que ça. Il pleut quand il pleut bien bien. Par contre, il va pleuvoir 3 ou 4 jours vraiment très fort. Mais voilà, on n'est pas dans une région non plus qui est très humide, même au contraire. Donc bon, c'est pas c'est un problème qui aurait pu être un gros inconvénient, par exemple dans une ville comme Pau, par exemple, qui est ma ville natale, où là par contre il pleut beaucoup. Voilà, c'est pas l'enfer non plus, hein, mais l'avantage d'une région où il pleut plus, c'est que du coup c'est plus humide et c'est une région qui est plus verte en fait. Après bon voilà, hein, il n'y a pas de rapport de comment dire, y a rien qui est mieux en soi, hein. Donc là nous sommes en première année, donc en fait on va commencer peut-être cette visite des ateliers du coup par le bas en fait de la Villa Arson, car en fait, ça fonctionne comme ça la répartition. C'est-à-dire que la première année est tout en bas, deuxième année juste au-dessus, troisième année en face. Et en fait, plus on avance dans les années, plus on va monter dans les étages. Et avec ici un portail qui est le. Mais ouvre-le. Qui est l'entrée, on va dire, historique de la Villa Arson. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on rentrait par ce portail-là. Et alors, on avait deux possibilités. Euh, les deux possibilités étant soit de monter par les jardins, qui à la base étaient un peu comme les ateliers, en fait, sur 3 étages, un peu de terrasse. Et en fait, ces jardins-là ont été surélevés donc, pour faire l'école. Mais donc, soit on passait par les jardins, soit on passait par ce que l'on appelle, encore aujourd'hui, c'est terrible, je sais pas ce que j'ai. Je suis souvent comme ça en fait, quand je commence à parler longuement, je fatigue. Donc ce que l'on appelle encore aujourd'hui l'allée des cyprès. Donc, l'allée des cyprès, peut-être qu'on peut monter. Voilà, l'allée des cyprès qui est une allée qui fait tout la. Pardon, ça me grattait. Qui fait toute la longueur de la Villa Arson. Et en fait, qui était connue pour être une sorte de balade romantique. C'est-à-dire que la Villa Arson à l'époque, bon, là on n'a pas la ville de Nice, mais on est à Nice Nord en fait, on est un peu sur les hauteurs. Et en fait, on a une vue panoramique sur la ville qui est vraiment pas dégueulasse, avec la mer au fond. Alors le quartier est pas ouf, hein, Nice Nord, c'est un peu bon, ça a pas un charme de fou. Enfin, c'est pas voilà, disons qu'à Nice, qui va vraiment avoir du charme, comme dans toute ville. Comme dans la plupart des villes françaises, en fait, on va dire que c'est la vieille ville, quoi. C'est le vieux Nice qui a ce petit côté un peu italien. Mais voilà, la ville Arson, c'est un petit bijou de la ville de Nice. Et là, le problème, c'est qu'on voit pas vraiment très loin. Il faudrait que je refasse sur la version Java où j'ai une plus grande portée de vue. Et donc, les gens venaient dans les jardins de la ville Arson, qui était un peu en retrait de la ville. C'était vraiment bien. Et donc, voilà, soit on se promenait dans les jardins, soit on allait à la ville Arson par l'allée des cyprès, qui était une balade romantique. C'était très très charmant. Donc, revenons sur notre atelier des premières années. Atelier des premières années dans lequel on peut trouver un passage secret qui, je crois, a été fermé entre-temps.
Mais voilà, pour nous autres élèves assidus et avides de travail, il nous arrivait de passer par une espèce de petit... Non, j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que j'ai de la pierre? Non. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai pas le viseur, donc... Enfin, d'ailleurs, je dis j'ai pas le viseur, mais oui, ça se voit que je n'ai pas le viseur. Pour un confort de visu, et du coup, ça me fait faire des bêtises. Et là, hop, on passe par la trappe. Donc là, on a une espèce de petit placard, bien sûr, et puis hop, on arrive exactement ici. Voilà, c'est un petit passage secret qui nous permettait éventuellement de truander un peu le système. C'est-à-dire qu'en fait, en première année, on n'avait pas le droit de rester à plus de 21 heures. Au-delà, les autres années pouvaient prendre les clés pour rester plus tard, travailler la nuit. Nous, c'était pas possible. En revanche, du coup, mais on était peu à le faire en fait. Hein. C'est pas toute la promo qui se retrouvait là non plus. Bon, mais voilà, ce que l'on faisait quand on n'avait pas encore les clés, de temps en temps, c'est que voilà, on passait par ce passage-là pour revenir travailler. Voilà, c'était une manière passage qui aujourd'hui a été fermé. Hein. C'est pour ça que je me permets d'en parler dans la mesure où ça ne peut plus vraiment entraver au fonctionnement de la ville Arson, mais même pour des raisons de sécurité en fait. C'est-à-dire que je pense que ça aurait été délicat que je vous parle de ce passage-là s'il était encore fonctionnant, dans la mesure où, voilà, bon, c'est n'importe qui pourrait, mais voilà, non, c'est-à-dire que c'est un passage qui aujourd'hui est fermé, est bloqué, et ce truandage n'a plus vraiment lieu d'être. Donc là, on est dans l'atelier de première année, donc c'est une année que l'on appelle propédeutique, en fait, où jusqu'en deuxième année, en fait, sur l'enseignement de la ville Arson, en fait, les 2 premières années, on nous dispatche un ensemble d'enseignements qui correspondent à peu près tous les ateliers et toutes les possibilités qui vont nous être offertes dans cette école, euh, où on a vraiment beaucoup de choses à faire, en fait. C'est très très bien. Et dans l'idée que à partir de la troisième année, on va commencer à développer un peu une pratique personnelle, et à partir de la troisième année, on va être amené à choisir avec qui on veut travailler. Mais avant de vouloir choisir avec qui on veut travailler, on a on nous donne en fait la possibilité de déjà connaître bien tous les professeurs. Et alors évidemment, ça donne lieu à des sujets, mais je crois que c'est à peu près la même chose dans toutes les écoles au final. Hein. C'est parce que voilà, moi j'ai fait une classe préparatoire. La plupart des élèves à la Villa Arson ont fait une classe préparatoire. Mais dans une école comme Clermont-Ferrand, par exemple, tous les élèves n'ont pas fait de prépa. Et en fait, la première année, c'est aussi une manière de mettre tout le monde à niveau, quoi. De faire cette espèce de transition entre deux systèmes d'enseignement qui sont quand même fondamentalement différents et dont les enjeux ne sont pas les mêmes. Et du coup, voilà. Et puis oui, et puis c'est aussi à la fois très pratique du coup pour connaître l'ensemble de l'équipe pédagogique, mais au-delà de connaître l'équipe pédagogique, bon bah ça nous invite aussi à expérimenter, à ne pas s'interdire éventuellement de sortir de ces. Donc là, on est revenu en deuxième année, de sortir donc de ces facilités, quoi. Et des fois, il se passe des choses aussi en essayant d'autres trucs. Et même, ça peut nous aider à, voilà, à consolider aussi certaines choses sur. Par exemple, faire du dessin. C'est con à dire, mais je sais pas, en classe préparatoire, on faisait du modèle vivant, du dessin de nu. C'était un exercice qui était fastidieux, qui était parfois douloureux, notamment pour moi qui ne suis pas nécessairement un grand dessinateur, enfin je n'ai pas nécessairement du talent pour le dessin. Disons que je vais avoir ma singularité dans le dessin, mais c'est pas, voilà, c'est pas bluffant quoi. Mais du coup, de travailler comme ça le dessin de modèle vivant, en fait on n'apprend pas à dessiner. Enfin, on apprend à dessiner, mais en apprenant à dessiner donc le modèle de nu, on n'apprend pas à dessiner nécessairement de manière académique.
C'est-à-dire qu'on n'est pas en art appliqué, on pourrait apprendre une forme d'académisme, mais ce n'est pas le sujet en école d'art. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend à regarder. Et à travers le travail du dessin, à travers ce passage comme ça de l'œil à la main, et on apprend à regarder. Et, et là où c'est vraiment très très utile, c'est qu'en apprenant à regarder, en fait, ce travail de dessin, euh, il, euh, il infuse sur notre regard en fait. Et en apprenant à dessiner, on apprend à regarder, et en apprenant à regarder, ça consolide un peu notre, comment dire, ça nous aide en fait pour si on veut faire de la photographie ou de la vidéo. Voilà, c'est vraiment bien. Donc là, on quitte la deuxième année. Et donc, on quitte les années donc propédotiques pour aller. Alors, on peut aller aux toilettes, ici. Bon, j'ai juste fait des espaces vides dans la mesure où je sais pas trop comment faire des toilettes sur Minecraft. Mais voilà, les espaces sont là, hein, c'est-à-dire que je pense que moi je voulais quand même être au plus proche de ce qui se passait en termes d'espace dans la ville Arson. Donc il y a des toilettes qui descendent un peu en contrebas. Je l'ai fait. Voilà, c'est con. Donc là on arrive en troisième année. Troisième année qui, après les ateliers de première et deuxième année, est un peu petit par moment en fonction des promotions. Voilà, c'est un peu un atelier un peu ingrat, quoi. Surtout que c'est une année de diplôme où souvent on est un peu entassé. Alors moi, la promotion que j'avais, on a eu la chance d'avoir un coordinateur qui a essayé de trouver des solutions à ça, de nous trouver d'autres espaces dans l'école pour nous dispatcher un peu plus et pour libérer de l'espace. Donc en fait, c'est un espace qui était pas surchargé comme les autres années en fait pour nous, donc c'était bien. Donc hop, la troisième année. Alors là, on peut remonter par une. Alors, ça a l'air d'être des escaliers, mais du coup, en réalité, c'est des pentes hein, quand on est sur ce genre de truc. Et donc là, on a une pente qui monte jusqu'à là-haut, et c'est-à-dire que tout ce que l'on peut faire par des escaliers, c'est monter à la Villa Arson. Donc là, on revient sur la terrasse là-haut. Mais donc en fait, là, on longe donc ce que je disais tout à l'heure, l'allée des cyprès. Donc ce que l'on peut faire par escalier, donc par l'allée principale, on peut aussi le faire en pente. Et en fait, on a un technicien, c'est pas un technicien, mais c'est un appariteur. Donc il y a une petite voiture de golf et ça lui permet de descendre comme ça jusqu'à cet endroit-là. Voilà pour diverses raisons, quoi, pour monter des choses, descendre des choses. Et donc comme ça, on peut traverser la Villa Arson en petite voiture de golf. Là, on arrive sur les ateliers de 4 et 5e année qui sont assez beaux. Hop là, excusez-moi. Voilà, donc 4-5e année. Donc, ils sont des ateliers très très, très très bien. Et si l'on descend, en fait, c'est compliqué de faire une visite linéaire de la Villa Arson parce que et c'est là que c'est intéressant, c'est parce que c'est vraiment fait pour qu'on puisse s'y perdre. Il n'y a pas de sens de lecture dans le sens où, enfin, c'est pas une école qui est linéaire, quoi. C'est vraiment un truc où il y a plein de passages, plein de manières de faire des circuits, des boucles. C'est très dur pour moi de m'organiser en termes de logique spatiale juste sur un itinéraire qui ne reviendrait pas en arrière. Et... Donc là, on a un atelier, par exemple, qui est un peu enfoui, qui est un peu sombre, qui était un atelier, je crois, à l'origine de scénographie, et dans lequel on a un tunnel qui existe vraiment, si ce n'est qu'en fait, à ce moment-là, donc il y a un mur de pierre, hein, donc il est pas réellement comme ça. Et moi, j'aimais bien l'imaginer continuer, mais peut-être qu'il continue en réalité, on ne sait pas. Là, c'est la partie de la Villa Arson où on commence à rentrer dans le fantastique, dans les légendes. Donc, on peut continuer là dans ce tunnel. Et est-ce que... Merde, j'ai peut-être passé... Alors là, j'ai commencé à faire des petits passages secrets avec des systèmes de levier et de... Est-ce que... Alors, je cherche une entrée. Ah, elle est ouverte. Alors voilà. Parce qu'en fait, il y a un système avec un levier où on peut refermer ce passage-là. Donc nous voilà donc en sous-sol de la Villa Arson.
Cette pièce-là n'existe pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Peut-être qu'elle existe et que je suis médium et que j'ai vu juste, mais là on est dans la, la projection totale, quoi. Donc avec un petit portail pour être dans une autre dimension. Et là où ça va devenir intéressant, on reviendra après sur les ateliers, hein. Mais là, vu que je passais là, ça m'intéressait de vous Appuyez montrer sur ça. T, E, N, Nous T, arrivons relaxante sur une petite maquette de la ville D3 pour Arson qui ouvrir le soit chat. restera comme ça un peu éventrée, euh, soit j'habiterai, enfin je meublerai. Mais on est dans une espèce de vision infernale, donc on est dans le Nether là, de la ville Arson à l'ancienne, donc avec les 3 terrasses de jardin. Et avec cette extension qui aujourd'hui n'existe plus de la Villa Arson, et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de la mettre un peu à nu, cette villa, de la réinventer, refantasmer au passé. C'est que on a, donc on a cette Villa Arson donc, qui est à nu, et qui, non, c'est, qu'est-ce que je raconte, oui, donc on a cette extension qui avait été rajoutée par Pierre-Joseph Arson. Est-ce que je vous parle de Pierre-Joseph Arson tout de suite? Non, je vous en parlerai plutôt dans les jardins, ce sera plus sympathique. Mais cette extension donc, qui avait été rajoutée par Pierre-Joseph Arson au XVIIIe siècle, qui a donné son nom à la Villa Arson justement, qui servait à accueillir plus de monde à la Villa Arson. Villa Arson qui d'ailleurs a accueilli le roi et la reine de Sardaigne euh, au temps de Pierre-Joseph Arson. Mais donc, cette extension qui avait été dénaturée par une autre époque de sa vie à la Villa Arson, par l'hôtel, en fait, puis l'hôpital psychiatrique. Et donc, quand Michel Marot, l'architecte, qui avait été, pas réquisitionné, mais qui avait été missionné par Michel Marot, André Malraux, non, Michel Marot, qui avait été missionné par André Malraux pour concevoir l'école d'art, avait rasé donc ce bâtiment-là en plus. Et en fait, tout le monde pensait qu'il allait refaire une extension sur 5-6 étages pour faire l'école d'art. Mais en fait, c'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a déployé l'école d'art autour des arbres, qui n'avaient pas le droit de. En fait, on avait un patrimoine. Comment dire? On avait un patrimoine euh, floral végétal, voilà, j'ai le mot végétal à l'époque qui était quand même important, notamment pour les arbres qui étaient très vieux. Ben, je parlais tout à l'heure des oliviers du XVIe siècle, il était hors de question de toucher aux oliviers du XVIe siècle, quoi. Et pareil pour les pins parasols, pour l'allée des cyprès, c'était des choses qu'il fallait préserver. Donc ce qu'a fait l'architecte, c'est qu'il a préféré, plutôt que de faire un bâtiment monolithique, comme on l'a vu, faire une architecture qui serpente autour des arbres, une architecture labyrinthique qui rappelle donc les villages de Provence et qui en réutilise donc la technique de la galade, qui est cette de la galade, je sais plus comment on dit exactement, euh, qui consiste donc à en fait, ce qu'on voit pas sur Minecraft, mais qui est une particularité de la ville Arson, c'est ces murs de galets en fait, qui sont une technique particulière utilisée dans les villages de Provence. Il n'y a pas vraiment de recette pour ça, c'est-à-dire que chaque mur de galets à la ville Arson est fait un peu d'une manière différente, mais l'idée c'est que c'était plutôt une technique répandue au sol, quoi, donc d'assemblage de galets comme ça. Mais je m'égare. Disons que voilà, l'architecture donc serpente autour des arbres et du coup c'est pour cela qu'il a donc surélevé les terrasses. Attention, je vais bailler. Désolé, hein. J'ai un tempérament très fatigué. Euh, et hop, on va Appuyez sur retourner T, E, à N, la T, Villa Arson. relaxante Voilà, manette enfin la Villa D3 Arson pour ouvrir le chat. contemporaine. Alors, hop,
Alors nous allons continuer donc dans ces tunnels. On va peut-être aller plus vite parce que c'est quand même long. Donc là on a une petite salle, hop. Petite salle qui se découvre dans le mur. Et donc là on a un petit système donc, de levier, comme je disais tout à l'heure, qui ouvre des passages. Alors là-bas en fait c'est un passage qui rejoint à l'autre truc, mais ça en fait ça ouvrait pour donner accès à ce passage-là, qui aussi avait une fermeture. Donc là on est d'accord, hein, c'est un mur ici. Et puis hop. Enfin, si vous connaissez Minecraft, ce n'est pas si impressionnant que ça. Donc ici, on peut encore activer un levier. Donc là, vous voyez que les colonnes, quand j'active le levier, donc, donnent une indication sur ouvert, fermé. Donc là, on a ouvert le passage. Et là, tadam! Et donc, si je descends, ici, je vais me retrouver dans une espèce de chapelle, de temple, je ne sais pas comment dire, caché de la Villa Arson. Est-ce que je m'aventure dans l'Ender parce que je pense que je vais devoir me reconnaître le dragon, mais j'en suis pas sûr. Bon, en tout cas, l'Ender. Voilà, super. Je vais pas j'ai encore rien construit dans l'Ender, donc je ne vais pas m'y aventurer pour cette raison-là. Mais bon, je pourrais. En tout cas, voilà, on a un portail de l'Ender qui est particulièrement sublimé donc par cette magnifique chapelle, n'est-ce pas? Bon, en soi, elle est très simple. Hein. J'en fais des tonnes un peu volontairement aussi. Bref. Hop. Je vais refermer tout ça parce que voilà. Par principe. C'est-à-dire que moi, dans l'idée, la Villa Arson, avec toutes ces histoires, tout ce background, tout ce lore, en fait, pour moi, la Villa Arson, il y a de quoi vraiment y raconter des choses. Et je pense que dans la manière dont les espaces se dispatchent, dans la manière dont on peut se perdre même dans cette Villa Arson qui est un labyrinthe, je pense qu'il y a tout en fait pour faire un vrai beau jeu avec donc toutes les strates d'histoire qu'il y a. Et nous revoilà dans le jardin en passant par le puits. Alors, 2 minutes, je fais une pause. Ok. Alors, nous sommes revenus dans les jardins. Il fait toujours nuit, mais là, je crois que nous avons le soleil qui se lève à un lever de soleil à la Villa Arson. C'est vrai qu'à la Villa Arson, j'ai beau dire que la nuit révèle tout le cachet de l'endroit, mais c'est vrai que les matins à la Villa Arson euh, ont une saveur particulière aussi. C'est-à-dire que moi, c'est la manière dont je le ressens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me retrouve le matin tôt euh, dans le jardin, comme ça, souvent il n'y a personne en fait. Les gens mettent un peu de temps à arriver, plutôt vers 10h. Mais vers 6-7, non pas 6-7 heures, mais ouais, on va dire vers 8h du matin, avec cette lumière matinale sur la Villa Arson, avec parfois les chats qui passent, quelques
quelques personnes qui prennent leur petit déjeuner. Je sais pas, moi ça me donne un sentiment un peu de post-apocalyptique en fait, de fin du monde, d'après fin du monde, comme si le monde s'était arrêté pendant la nuit ici et que, ouais, comme s'il y avait une espèce de renaissance, de table rase. Euh, c'est le matin à la Villa Arson, c'est quelque chose qui est empreint ouais, d'une saveur vraiment particulière. C'est vraiment un endroit qui, en fonction des heures de la journée, des périodes, est très changeant. Donc, donc là, on va du coup passer par le grand hall, que je n'ai pas montré tout à l'heure. Et donc dans ce grand hall se dispatchent plusieurs choses. Donc on a d'abord donc le centre d'art avec la galerie carrée, une grande galerie carrée, voilà. Euh, donc qui est une salle d'exposition emblématique de la Villa Arson, dans laquelle il se passait plein de choses. Et de l'autre côté, donc nous avons le centre d'art qui, comme l'ensemble de la Villa Arson, se déploie de manière un peu biscornue, un peu labyrinthique, dans lequel on peut faire des boucles. Bien qu'ils aient bouché, je crois, cet escalier-là, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, la dernière fois que j'y suis allé, ils avaient bouché ici. Donc on pouvait plus trop faire de boucles. Mais en tout cas, ça a été conçu un peu comme ça, avec un petit patio ici, un petit patio. Voilà, alors j'ai rempli avec les peintures de Minecraft, mais peut-être que on m'a informé qu'il était possible de, de personnaliser les peintures que l'on pouvait avoir sur Minecraft. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire des vraies expositions dans cette ville Arson de, voilà, de photographies, de peintures existantes. Donc là, on a voilà, l'étage inférieur donc du centre d'art. Euh, donc cet étage-là, d'ailleurs, qui, si je reviens là-bas, au fond de la pièce, ici, de temps en temps, est relié à une autre pièce que je vais vous montrer. Hop, donc là, je sors du centre d'art et je m'en vais dans ce que l'on appelle. Donc là, on a des toilettes, hein, c'est pas non plus, c'est pas ouf. Euh, Là, on a les archives de l'administration. Donc c'est pas un lieu dans lequel on va souvent. Et donc ici, on a ce qu'on appelle la galerie provisoire, qui est une petite galerie en long avec des petites marches comme ça. Donc souvent, c'est pratique pour faire des projections. On peut s'asseoir sur les marches. Et en fait, je vais pas casser le mur parce qu'il y a des peintures derrière, mais en fait, ici, de temps en temps, est fait un trou. Et cette galerie provisoire peut être une extension du centre d'art. Voilà, c'est arrivé fréquemment sur des grosses expositions que cet espace-là soit le centre d'art. Aujourd'hui, il sert d'espace pour la performance. Mais voilà, ici, on a un premier amphi. D'ailleurs, on peut descendre dans les amphis. Donc on a un amphi pour les cours théoriques. Avec ici une petite salle de musique d'ailleurs, qui hop donne sur l'amphi numéro 3 aussi. On peut remonter. Hop, voilà. Alors comme je disais, la Villa Arson est un endroit où vraiment il y a plein de passages, où tout est plus ou moins relié, où on peut vraiment faire des boucles, se perdre. Donc là, vous voyez qu'on rejoint la fameuse allée des cyprès qui descend jusqu'en bas de la Villa Arson et qui évidemment remonte jusqu'au jardin. Donc, tant qu'être sur le grand hall, et avant de revenir sur les ateliers, donc là, on a un deuxième amphi, évidemment qui n'était pas accessible depuis la salle de musique. Là, on peut monter sur les, les terrasses. Et donc ici, nous arrivons au pôle numérique. Pôle numérique dans lequel nous avons au fond une... Super. Alors, je vais réparer ça. Le béton blanc. Voilà. Hop. 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 Voilà. C'est pas facile sans l'interface. Voilà.
Ici, donc, on a une cabine d'enregistrement. Oui, oui, le live est enregistré et sera disponible en streaming. Euh, Donc, on va descendre après dans le grand théâtre de la Villa Arson. Donc ici, on a un serveur, on a des petites pièces de montage. Voilà, ici une salle. Alors, j'ai pas d'ordinateur sur Minecraft, mais donc c'est une salle informatique ici. On a le bureau de Aurélien. On a une autre salle de cours. Et ici, on a le fameux studio son de la Villa Arson. Studio son qui a été monté par, je crois que c'est dans les années 80, je sais plus exactement l'année, mais disons, en fait, c'est un studio qui est historique, pas que à la Villa Arson d'ailleurs, en France, avec une petite bibliothèque sonore, hop. Parce que c'est le premier studio son dans une école d'art. En fait, Lars Fredriksson, qui était un artiste suédois, avait monté ce studio pour réfléchir, travailler, expérimenter le son comme une matière plastique en fait, et pas comme de la musique. Enfin, pour vraiment envisager le son comme, je sais pas, comme, je vais pas dire comme de la sculpture, mais c'est en tout cas comme une matière à modeler. Et voilà, pour les jeunes artistes. Je pense que d'autres en parleraient mieux que moi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'était ce studio son duquel on ne peut pas passer sans évoquer quand même cette particularité de la Villa Arson aussi, voilà, qui fait partie de l'histoire, pas juste de l'école, mais là pour le coup de l'enseignement des arts en école d'art. Ici, on est dans ce qu'on appelle la galerie d'essai, qui, parce que c'est Minecraft, n'est pas fidèle réellement à ce qu'elle peut être, dans la mesure où en fait, sur Minecraft, je ne peux pas faire de mur amovible. Mais il faut savoir que là, on peut fermer l'espace. En fait, on a des cimaises qui coulissent. Ici, là, ce mur-là, en fait, c'est un mur qui peut s'ouvrir pour faire un grand espace avec la salle qui a derrière ces murs, qui est accessible par une porte ici, voilà, qui est très pratique pour faire donc des projections de vidéos. Voilà, donc c'est un espace qui est amovible et qui est utile en fait pour les étudiants pour passer des évaluations ou pour faire ce que l'on appelle justement des galeries d'essai, qui sont pas des exercices, mais des temps donnés d'expérimentation, d'accrochage pour la pédagogie. Euh, Top secret riche. Ah oui. Euh, Ici, donc, alors là, on a une entrée du théâtre, mais on va pas passer par là, on va passer par en dessous. Ici, nous avons la cacahuète, la fameuse cacahuète, qui est un bar en forme de cacahuète, tout en bois, qui avait été construit par des étudiants de la Ville Arson pour les soirées, en fait. C'est un bar pour les soirées. Et il faut savoir que donc, les soirées se déroulent souvent dans cet espace-là, parfois juste en dessous. Euh, Parfois aussi carrément dans le grand hall pour les grandes soirées, comme par exemple il y a chaque année pour les portes ouvertes une grande soirée qui se déroule dans le grand hall, euh, ici, voilà, c'est très très bien. Mais donc avec toujours un accès à la cacahuète bien sûr. Donc voilà, qui fait partie donc de on va dire du patrimoine récent de la Ville Arson. Le bonhomme que je viens de croiser, c'est un villageois en fait que j'ai mis. J'ai mis des chats aussi, j'ai mis 3 petits chats. En fait, voilà, là on a des œufs et en fait, si je veux des cochons, des chats, des perroquets, des lapins, des lamas. Est-ce que je mets un lapin? Non, je vais pas mettre un lapin. Je vais mettre des ânes, des chevaux, des morues, des poissons globes, des saumons. Je sais plus où est le villageois, tiens. Villageois zombie, non, je veux pas un villageois zombie. Peut-être que c'est ça, œuf d'âne, non, vagabond, vindicateur, slime, araignée, zombie. Ouais, il y a beaucoup de créatures dans ce jeu. Où sont les villageois? Je sais
plus la couleur des villageois. En fait, c'est un peu embêtant. Araignée bleue, sorcière, gardien, pillard, ravageur, fantôme, villageois zombie. Ah, voilà. œuf de villageois. Donc, si je prends cette œuf de villageois, hop, je fais apparaître un villageois aléatoire. Voilà. C'est parce qu'en fait, je suis alors sur Minecraft. Il y a plusieurs modes de jeu en fait, et là, moi, je suis en mode créatif, ce qui me permet de voler comme ça, ce qui permet d'avoir accès à tous les matériaux que je souhaite en illimité. Mais il y a aussi voilà le mode survie où en mode survie, on arrive sans rien. Et à partir de rien, il faut créer ses outils. Euh, Alors, je ne sais pas si on peut personnaliser les villageois. Moi, c'est des villageois en fait qui sont déjà compris dans le jeu et dans des modes, dans des packs du jeu. Après, c'est un jeu qui se mode en fait. Il y a des gens qui programment des ajouts pour le jeu pour mettre soit des créatures en plus, soit personnaliser des personnages. Mais en soi, si tu veux être dedans, ben, il te faut Minecraft, quoi. Il te faut un compte Minecraft. Alors, je vais pas faire la publicité des versions craquées, mais bon, je crois que la version Windows 10 se trouve à 5 euros. D'ailleurs, je m'étais fait arnaquer parce que je l'avais payé à 30. Mais, mais je sais pas si on peut. Je crois qu'on peut pas la modder la version 10. En fait, il faut la version Java. Mais avec la version Java, tu peux te créer un avatar qui te ressemble. Et donc là, on va arriver dans le théâtre. Et alors, le théâtre, que j'ai, on va dire que j'ai retapé un peu comme il aurait dû être, parce qu'en fait, à la base, ça devait être un théâtre, voilà, comme ça, à double public. C'est-à-dire que cet espace-là, c'était la salle de répétition, et cet espace-là, le théâtre, et entre les deux, donc on avait donc en gris ici une cloison qui pouvait se baisser. Enfin, je sais pas comment ça fonctionnait réellement, mais en tout cas, il y avait une cloison qui pouvait s'enlever. Et, oui, sur Mac aussi, alors je sais pas si. En fait, ce que j'appelle la version Windows 10, en fait, elle s'appelle plus généralement la version Bedrock. Je sais pas si elle est sur Mac, mais c'est possible. En tout cas, oui, sur Mac, normalement, il y a Minecraft, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a Minecraft parce que à la prépa où j'étais à Bayonne, il y avait des enfants qui l'avaient installé sur certains ordi de temps en temps de l'école. C'est-à-dire que j'avais déjà fait tout un village entier sur Minecraft, sur ma Xbox, avec un musée, avec des églises, voire une cathédrale, un truc de fou. Et, euh, et du coup, ça les avait motivés pour faire des trucs sur Minecraft. C'était des gamins qui étaient là en cours, enfin pas en cours, mais en atelier, voilà, en atelier numérique avec Romain et qui faisaient pas beaucoup ça. Enfin, ils avaient pu faire un peu de Minecraft, mais s'ils faisaient des choses intéressantes. Mais globalement, ils y passaient. C'était juste comme ça. Bon, je vais pas m'étendre dessus. Donc, le théâtre à double public. Et en fait, le théâtre à double public, s'il n'existe plus aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. C'est qu'en fait, donc ce théâtre se trouve en sous-sol de la Villa Arson. Parce que il n'était pas prévu initialement. En fait, c'est très très tard dans le projet où on a demandé à l'architecte de prévoir un espace de conférence, de théâtre, pas forcément de conférence, mais vraiment où il était question d'un théâtre. Et du coup, ben, il l'a rajouté là où il y avait de la place, c'est-à-dire en dessous. Le problème, c'est qu'à cet endroit-là, il y avait une source d'eau souterraine. Et donc, quand ils ont construit le théâtre, très très vite, ils ont fait 2-3 représentations, mais il y avait des infiltrations d'eau. Et donc, ils ont dû fermer le théâtre en attendant de faire des travaux qui n'ont pas pu aboutir. Et de fil en aiguille, il y a eu pas mal de choses. Comment dire, le théâtre a mal vieilli en fait. Et le coût que coûterait une remise aux normes de ce théâtre, une remise à niveau, serait exorbitant, ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, cette partie-là du théâtre est abandonnée et baigne dans les années 70. Et c'est un théâtre fantôme, en fait, qui n'a presque jamais eu de vie, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que le théâtre a été ouvert, il y a dû y avoir une ou deux représentations, mais grand maximum, et très vite il a été fermé, et il est resté dans son jus, comme ça, de théâtre des années 70. Et ça, pareil, voilà, ça fait partie des choses à la Villa Arson qui donnent voilà, du cachet à la villa,
non seulement sur le plan architectural voilà, de ces espaces qu'on peut découvrir en déambulant et en cherchant un peu, mais aussi voilà, qui peut être chargé d'histoire et qui peut accueillir, dans lequel on peut se raconter des histoires aussi. Et donc cet espace-là, par contre, a été réaménagé. Donc là, il y a un mur réellement, et avec un écran. Et donc, ça sert à la fois de salle de conférence, de salle de cinéma, mais aussi de salle de concert pour chaque année se produit donc l'Orchestre Philharmonique de Nice depuis 5-6 ans, je dirais, à vue d'œil. Je n'ai pas été là pour les premières éditions, mais donc l'Orchestre Philharmonique de Nice, donc pendant toute l'année vient répéter ici et vient se produire à la fin de l'année, qui d'ailleurs aujourd'hui accueille également des étudiants de l'école d'art de Cergy. Euh, voilà, par les liens en fait, les liens d'amitié entre Gauthier Tassard, donc le professeur de la Villarson qui avait initié le projet, et son ami Jean-Luc Vernat, donc avec qui il fait déjà de la musique et qui a permis de lancer aussi le truc à Cergy. Et donc ça permet de faire aussi un moment d'échange et de partage inter-école qui est fort convivial et fort intéressant, et voilà, qui est toujours un bon moment à passer, et dans lequel il se passe toujours des choses. C'est-à-dire que en fait, chaque année, le concert en fait est le fruit d'un workshop, d'un atelier avec un artiste invité qui a une pratique sonore, enfin de la musique en fait, souvent plasticien, ou alors qui une pratique de musique un peu expérimentale, et qui nous propose toujours quelque chose de singulier. Et donc on peut ressortir de ce théâtre par là, ou de l'autre côté même, et donc on peut ressortir du côté de l'internat. Hop. Et par cette sortie-là, d'ailleurs, on a aussi accès au pôle numérique. Euh, et voilà, donc c'était pour le théâtre. Alors évidemment, moi j'ai les yeux sur le chat, hein, donc s'il y a des questions, des trucs. Enfin là, je sais que les personnes qui regardent le chat, enfin la personne, je sais pas si Mehdi est parti, mais en tout cas, je sais que Eglantine, voilà, connaît très bien. Super. Oui, donc le dernier workshop de l'orchestre philharmonique, donc était avec Charlemagne Palestine, donc qui est un artiste quand même, comment dire, reconnu, enfin qui a une forme de voilà qui. Enfin, en général, les invités ne sont pas n'importe qui, hein, c'est toujours apéro. Apéro, oui. Euh, Ah, ah oui, 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 tout à fait. Donc, ah oui, à la fin de l'orchestre, évidemment, à la fin du concert, donc après l'effort, le réconfort, bien sûr, on se retrouve tous ici pour. Non, c'est l'heure de l'apéro sur la terrasse. Il est 15 heures. Pourquoi pas? Parce qu'il fait nuit? Je comprends pas. Bon. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que bon, ici on a les locaux de l'Éclat, mais l'Éclat qui n'est plus hébergé par la Ville Arson. L'Éclat qui était une association de cinéma fort fort bien, qui nous a fait des très belles programmations dans le théâtre justement, qui sert de salle de cinéma. Que dire, que dire? Ben, on va continuer dans les ateliers. Oui, 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 j'ai tendance à faire un peu des lieux communs. Euh, ah oui, chose dont je n'ai pas parlé, c'est que ben là le jour se lève encore une fois. Les cycles jour-nuit sont très très rapides sur la Villa, sur Minecraft. Après, je peux choisir de bloquer le jour, mais en fait c'est très pratique de bloquer en journée pour construire. Mais pour la faire visiter, je trouve qu'elle a tellement de cachets la nuit, cette Villa Arson, que j'aime bien le fait que les jours passent et de pouvoir aussi l'apprécier de nuit avec. Et donc ici,
Je reviens donc sur ce que je voulais dire. Ici, on a une pièce de Bertrand Lavier. Et en fait, la Villa Arson, non seulement est un centre d'art, est une école d'art, est une résidence d'artistes, est un lieu chargé d'histoire et de mystère, mais c'est aussi un musée à ciel ouvert. C'est-à-dire que euh, ouais, on n'a pas trop la mer, hein. Là, j'ai construit ça au milieu de nulle part. Je n'ai pas encore fait la ville de Nice. Je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il y a de la mer par ici. Euh, peut-être que si on va un peu plus loin. Après Minecraft, c'est des paysages générés aléatoirement. Là, on a un petit lac visiblement. Ah, peut-être le début d'une mer, ouais. Ouais, petite mer, quoi. Petite mer. Mais bon. Après, là, le problème, c'est que sur la version Bedrock, j'ai pas une profondeur de champ très très forte. Là où sur la version Java, au contraire, je peux aller très très loin dans ce que je vois. Et là, par exemple, on pourrait déjà voir la villa rouge. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que la Villa Arson est aussi un musée à ciel ouvert. Donc là, il y a ce Bertrand Lavier. Là, il y a du Noël Dola, par exemple, sous les trucs, là, sous les petites jardinières. Voilà, il y a plein de petites œuvres d'art. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui est pas bien? Ben ouais, on peut pas voir la mer depuis ici. À moins de faire un montage vidéo après, de rajouter la mer en fond vert. Et donc là, on a un François Morellet, 90 degrés à l'ombre. Voilà, c'est bien. À côté du centre d'art. So, je vais revenir par là. Hop. Donc, nous revenons sur les ateliers. Euh, donc là, on retrouve donc l'entrée du grand hall, tout ça. Ici, atelier de gravure. Voilà, atelier de gravure. Euh, donc là, on est plutôt sur tout ce qui est édition, sérigraphie. Donc, gravure. Ici, la sérigraphie. Euh, Ici, l'édition. Avec en édition. Merde, mais elle est où? Merde. Ah, voilà. Avec une petite. Voilà, un petit truc secret. Ensuite. Ah bah, je me suis aidé. En fait, j'ai beaucoup fait. Je vais juste baisser la fenêtre. J'ai beaucoup fait de mémoire, mais je me suis aidé un peu de plans quand même, pour notamment les terrasses supérieures. Mais alors après, on dit précision, mais par exemple, si on va, si on retourne dans le jardin là-bas, euh, par exemple, hop, voilà, le problème du jardin, c'est que là, normalement, ce bâtiment-là, il est plutôt en biais par rapport à l'entrée. Et le problème, c'est que vu que sur Minecraft, on est dans quelque chose qui est très rigide, très droit, je pouvais pas le faire en biais, ou alors ça aurait été l'enfer, ou ça aurait pas été très très beau. Du coup, j'ai été obligé d'adapter, d'enlever la moitié des chambres aussi d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été trop loin. Et j'ai été obligé d'adapter en fait. Et disons que ce que j'ai essayé de faire en fait, c'était pas d'être au plus juste enfin j'ai essayé d'être au plus juste, mais sans, comment dire, je voulais pas être fidèle à la réalité de ce que c'est. Enfin, je voulais pas faire une vraie reproduction parce que c'est pas possible en fait sur Minecraft avec des blocs de 1 mètre sur 1 mètre comme ça. Tout est très grossier et tout est très droit. Mais du coup, j'essayais plutôt de rester fidèle avant toute chose à l'esprit de la ville Arson, à son esprit labyrinthique, à la manière dont les espaces communiquent les uns avec les autres. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Et éventuellement un peu à des couleurs, à des. Alors j'ai blanchi un peu le béton parce que par exemple quand on arrive là,
Bon, bah à l'intérieur, les murs sont blancs, mais à l'extérieur, ils sont gris. Et c'était plus simple pour moi de juste tout faire en blanc, comme ça au moins c'était. Parce que sinon, ça me fait mettre des strates et des strates de blocs et ça fait des murs qui font 3 mètres d'épaisseur et c'est trop épais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, donc on a tout le pôle édition et là, on a un pôle volume, donc avec le bois. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu après pour les trucs. D'ailleurs, on peut rester dedans parce que ça communique. Ici, on a une petite bibliothèque en fait à disposition des étudiants, donc sur la sculpture. Donc ici, on a d'autres espaces, voilà, de modelage. Là, on est plutôt en modelage, moulage. Ici, c'est un espace souvent très vide qui est polyvalent. Euh, et ici, donc, on a un atelier de métal. Euh, voilà. Hop et hop. Donc, ici, on va arriver en atelier peinture. Atelier peinture qui là, pareil, a une place très importante à la Villarson, même si c'est pas une école qui est connue nécessairement pour la peinture. C'est une école qui quand même hérite d'une certaine tradition en peinture, enfin d'une certaine tradition en art en fait, niçoise, qui hérite d'un certain regard sur l'art, d'une certaine appréciation de l'art, euh, et notamment de la peinture, et qui est très très forte encore, notamment cet atelier peinture. Et, euh, et voilà, c'est un lieu, disons que c'est un incontournable, encore une fois, de la Villarson en tant qu'école d'art, bien sûr. Donc là, on revient sur un plan. J'en ai mis un peu partout des petits plans de la Villarson. Voilà. Donc là, je peux pas vous pointer du doigt. Ah, si, peut-être je peux pointer avec ça. Donc là, on est là, ici, là où il y a le point vert. Hop. Voilà, petit plan. À côté, on a le dessin. Ce qui est très très bien avec le dessin, c'est comme vous le voyez, on est dans quelque chose qui est un peu une forme de grand amphi. Parce qu'en fait, c'est une salle. Parce qu'à l'époque, une école. Quand ça a été créé, c'était pensé comme une école d'art appliqué. Donc, le modèle de nu, le modèle vivant, voilà, le dessin de nu, faisait partie intégrante de l'enseignement et c'était un incontournable de l'enseignement. Du coup, ça a été vraiment pensé pour ça. Et ce qui est très très bien, c'est que voilà, on a la chance quand même dans cette école d'être dans une école qui, architecturalement parlant, a été pensée pour être une école d'art. Ce n'est pas une école qui s'est greffée dans un bâtiment quelconque, c'est vraiment une architecture qui a été pensée pour les études d'art, pour la recherche plastique, enfin pour la recherche plastique. À la base, pas vraiment pour la recherche, c'est-à-dire que c'est une école d'art appliqué, on y faisait de la scénographie, on y faisait voilà. Mais mais ça fait que voilà, l'atelier de dessin est particulièrement convaincant. En face, on a le studio photo avec la prise de vue là, hop. Voilà, ça c'est un petit bureau, c'est pas là, studio photo et avec dans le studio photo, hop, des salles en lumière rouge pour le développement de photos. Euh, Donc voilà, c'est vraiment une école en termes de moyens qui est très très séduisante et enfin très séduisante. C'est facile à dire, mais disons que en tout cas c'est une école qui a beaucoup de moyens et pour ça c'est un vrai bonheur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un confort, ouais, c'est ça, il y a un confort de production quoi et pour l'épanouissement qui est vraiment bien. Euh, Là, voilà. Donc ça c'était un débarras. Enfin pas un débarras, mais c'était une espèce de placard. Euh, Bref, oui. En fait, c'est un endroit de rangement pour la peinture avec ce que je visitais en fond, une cabine de peinture aérosol en fait. Je sais pas si ça se dit comme ça, voilà, de projection de peinture. Hop. Et enfin, dernier atelier que je n'ai pas visité, c'est l'atelier céramique, qui là pareil est très très bien fourni et très très bien aussi géré par Frédéric Baucher, qui est professeur de céramique.
qui tient cet atelier, je vais pas dire avec une main de fer, mais qui s'en occupe très très bien en tout cas, qui vraiment est très attentif aux besoins des étudiants et voilà. Donc là, voilà, on a un autre passage alternatif. Euh, et donc, maintenant qu'on a visité l'école d'art, ah oui, il y a les terrasses. Alors, les terrasses, il y a plusieurs moyens d'accéder aux terrasses. Donc, on peut passer par cet escalier-là. On peut passer par le jardin aussi. Il y a un accès par derrière. Par derrière, donc là-bas, voilà, hop, sur les toits en passant par les toits du centre d'art. Euh, donc voilà, donc là on a les terrasses avec un peu comme une espèce de manifeste de l'architecture de la ville Arson, donc un petit labyrinthe. Euh, voilà. Et donc ça se déploie pour arriver. Alors c'est dommage, maintenant il fait nuit parce que ça c'était plutôt intéressant de jour. À deux amphis extérieurs. Voilà, c'est des amphithéâtres en plein air. C'est-à-dire que on est quand même dans une région qui est très ensoleillée et du coup c'est toujours agréable de pouvoir utiliser ces espaces pour diverses raisons, pour divers objets. Notamment par exemple pour la rentrée, il est fréquent que la rentrée scolaire se déroule ici, avec sur cette espèce de petite scène, voilà, se défile l'équipe pédagogique qui se présente et qui, c'est, voilà, voilà, donc c'est les terrasses. Avec aussi, chose importante de l'architecture, ces fameux puits de lumière que j'ai reproduits comme je le pouvais. Mais donc en fait, l'idée de quoi? Pourquoi ils sont bloqués ces puits? Pourquoi on voit pas de? Est-ce que je suis en photo, non? Attends, où est-ce que je suis? Pourquoi j'ai des puits? Ah oui, c'est la photo. Bon, en tout cas, donc l'idée de l'architecte, non seulement c'était de faire une villa donc, qui serpente autour des arbres qui sont protégés, donc comme ces magnifiques pins parasols ou, les, ou les cyprès. Et en fait, pour, euh, pour ce qui est de la lumière, parce qu'il y a cette idée voilà, du village provençal, tout ça, le labyrinthe, mais pour la lumière, donc, il a fait donc, ce qu'on appelle les puits de lumière. Donc, et aussi ces trucs-là, qui sont aussi des sortes de puits de lumière, mais en long. Et pour que la lumière se diffuse justement dans les ateliers, il y a vraiment cette idée justement de faire des ateliers qui, même s'ils n'ont pas beaucoup de fenêtres, parce qu'en soi, quand on va sur le côté, c'est vrai que bon voilà, c'est pas très très, il n'y a pas des grandes vérandas, on a plutôt des galets, mais que voilà, qu'il y ait quand même de la lumière pour travailler, c'est-à-dire c'est quand même une école d'art, et donc on a des ateliers qui sont très très bien éclairés à la lumière du jour grâce à ces puits de lumière. Quoi. Il y a vraiment, il y a eu un travail comme ça sur la lumière qui a été très important, quoi, qui a été même, je dirais pas central, mais ouais, qui fait partie des points, des points, voilà, cruciaux de cette architecture. Donc là-bas, on a la Villa Rouge, ville ancienne avec le phénix. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, donc là, on a un phénix en haut de la villa. Et en dessous est noté en latin Tam fortis quam ardem, temps fort qu'ardent. Parce qu'en fait, Arson, le nom de Arson, qui vient de Pierre-Joseph Arson, qui a donné son nom à la ville Arson, en anglais, alors, je sais plus si c'est, je crois que c'est arsoniste, le pyromane. Et en fait, arson, ça correspond à un incendie, quoi, mais à une volonté délibérée d'incendier. C'est donc quelque chose qui est très lié au feu. Et alors là, on en vient à Pierre-Joseph Arson, donc, qui avait racheté la ville Arson au XVIIIe siècle, qui était alchimiste, qui avait fait de la franc-maçonnerie, qui était un riche négociant. Et alors, Pierre-Joseph Arson, il a une histoire vraiment, vraiment enfin, à mon goût, passionnante en tout cas. En fait, c'était quelqu'un
qui a toujours eu un complexe d'apprentissage. En fait, quand il était enfant, il avait été à l'école. Ah non, alors, au tout début, c'était un prêtre, un abbé qui devait lui enseigner les fondamentaux, mais qui le battait un peu et il appelait l'abbé fouetteur, je crois. Et c'était pas un très bon souvenir. Bon. Puis après, il est allé au collège où il avait un peu des lacunes, mais, mais il était passionné par ce qu'il apprenait. Donc il essayait de s'accrocher. En fait, c'est sa mère qui voulait absolument qu'il ait une éducation. Son père préférait plutôt qu'il travaille manuellement. Donc quand sa mère est morte, il est allé rejoindre son père dans la bijouterie familiale. Partant de là, il a toujours eu un complexe en fait d'ignorance, d'avoir voulu apprendre et de ne pas avoir pu apprendre, mais des choses basiques, quoi, les mathématiques, la philosophie, la littérature, la physique. Et donc, quand son père meurt, donc il reprend l'entreprise familiale, mais prend beaucoup de cours avec un certain monsieur Girard à côté de la bijouterie familiale, qui lui fait faire faillite en fait. C'est-à-dire qu'il ne il prend pas vraiment soin de l'entreprise de la bijouterie et il fait faillite. Et il a très honte à ce moment-là, parce que la famille Arson était quand même un peu connue dans la région. Et donc il s'en va à Paris, il part à Paris comme ça, mais il part à Paris à pied, c'est-à-dire qu'on est quand même dans quelqu'un qui est quand même assez sérieux dans ce qu'il fait. Et le mec, quand il a honte d'un truc, je veux dire, c'est viscéral, quoi. C'est-à-dire qu'il va lui-même s'imposer cette espèce de pèlerinage comme ça, de purification. Donc il va à Paris, puis il a fait un séjour en Suisse, et puis il était quand même très bon en affaires, ce Pierre-Joseph Arson. Et donc il rencontre sa femme, je sais plus si c'était pas Christine, mais Christelle, je sais plus. J'ai oublié le nom de sa femme, tiens. Catherine, je crois. Je sais plus, un nom un peu comme ça, on sait. Donc il rencontre sa femme en Suisse. Et donc il devient très très riche parce qu'il est il est bon en affaires. Et avec sa femme, il a quatre enfants qui s'appellent Gédéon, Gonzague, Palmyre et Zélie. Enfin, moi, je trouve ces noms incroyables. C'est pour ça que je me permets de. Voilà. Et donc, Pierre-Joseph Arson, fort de sa nouvelle fortune, décide de revenir s'installer à Nice, d'abandonner les affaires, parce qu'il est suffisamment riche, et de s'installer à Nice. Et pour cela, pour montrer un peu sa, nouvelle, sa nouvelle aisance, quoi, son nouveau. Il s'en va, il achète la villa Arson, justement. Cette villa sur la colline Saint-Barthélemy, un peu en retrait de la ville. Et cette villa Arson qu'il achète pour s'y installer. Sauf qu'il va mettre un peu de temps à s'y installer parce que à Paris, sous les conseils de Monsieur Girard, qui était son enseignant à Nice, il avait rencontré Monsieur Euné-Ronski, qui était un scientifique un petit peu marginal à l'époque, qui faisait des recherches sur l'absolu. Et en fait, ce scientifique marginal, il avait besoin d'argent pour financer ses recherches. Et, euh, et, euh, pardon, et oui, et du coup, le deal entre Pierre-Joseph Arson et René Ronsky, c'est que Pierre-Joseph Arson finance les recherches de Ronsky en échange d'enseignements. Et d'ailleurs, il le raconte dans ses mémoires, Pierre-Joseph Arson, un livre qui s'appelle Documents pour l'histoire des grands fourbes qui ont figuré sur la Terre, qui est trouvable en PDF sur Internet, pardon. Où il raconte que, à sa première rencontre, il a trouvé un homme particulièrement mal vêtu, particulièrement miséreux, si bien que très vite il lui donne un peu plus que prévu pour qu'il puisse bien se vêtir quand tu lui donnes des cours. Quoi. On est vraiment dans quelque chose de très... pour autant, comme le titre des mémoires de Pierre-Joseph semble l'indiquer, tout ne s'est pas bien passé avec ce cher Ronski, c'est-à-dire que Ronski déjà a fait du chantage pour qu'il ne descende pas avec sa femme et ses enfants à Nice, c'est-à-dire que la femme de Pierre-Joseph Arson et ses quatre enfants sont descendus habiter à la ville Arson sans Pierre-Joseph Arson. À l'époque, c'était quand même dangereux. Il est resté 2 mois de plus à Paris avant de redescendre à Nice. Et puis, en fait, Euné-Ronski avait établi avec Girard qu'il n'était pas prêt pour un enseignement en philosophie. Et du coup, il y a eu tout un litige entre les deux hommes sur la capacité à Pierre-Joseph Arson de pouvoir apprendre la philosophie, ou même des choses un peu plus, la physique quantique ou ce genre de choses.
Et du coup, il y a eu un procès, il y a eu un vrai conflit. Et ce procès a inspiré un. Parce qu'il avait fait beaucoup de bruit à l'époque dans la presse, il a inspiré un roman de Balzac qui s'appelle La recherche de l'absolu, où Balzac était intéressé par le côté. Comment dire. Par En fait, il a mélangé les deux personnages en un seul, en un espèce de riche flamand qui dilapide sa fortune pour percer les secrets de l'absolu. Euh, et donc, pour en revenir à Pierre-Joseph et Ronski, donc il y a eu un procès. Pendant longtemps, on ne savait pas qui avait gagné, mais on a appris récemment que c'était en fait Ronski qui avait gagné parce que Pierre-Joseph Arson, en fait, il était. C'était pas un noble en fait, c'était un bourgeois, il s'était embourgeoisé, il avait beaucoup d'argent, mais Ronski, lui, était d'extraction noble, je sais pas si c'est dit comme ça. Et du coup, en termes de statut, voilà, ils n'avaient pas le même, même, voilà, la même importance. Donc, donc voilà, Pierre-Joseph Arson s'installe à Nice, il y a eu ce procès-là, après il ne se parle plus. D'ailleurs, on soupçonne qu'il y a eu peut-être une histoire entre Ronski et Pierre-Joseph, c'est peut-être extrapolé. Mais sur le plan, on va dire, romanesque, ça peut être tout à fait intéressant d'imaginer cette espèce d'homosensibilité entre les deux. Mais ça peut être une très forte amitié aussi, c'est pas nécessairement de l'amour amour. Mais apparemment, voilà, il se passait quelque chose quand même entre les deux personnages. Pierre-Joseph Arson, pendant sa vie donc à Nice, va s'impliquer très fortement en politique et très vite prendre part à un autre conflit, celui de l'indépendance ou non de Nice. C'est-à-dire que Nice, il y avait comment dire, le clergé niçois souhaitait se rattacher à la France, en fait, je crois que c'était Napoléon. Et Pierre-Joseph, lui, était plutôt partisan d'un État niçois indépendant. Il avait un projet économique pour cet État niçois indépendant qui était raillé et décrédibilisé par ce fameux clergé niçois. Et, euh, et du coup, Nice a finalement, on le sait, été rattaché à la France. Cependant, la ville de Monaco a pris très au sérieux le programme économique donc, de ce cher Pierre-Joseph Arson, qui était quand même bon en affaires, qui connaissait l'économie. Et en fait, c'est la ville de Monaco qui, au final, a appliqué, en tout cas, s'est très fortement inspiré du programme économique de Pierre-Joseph Arson, des projets de Pierre-Joseph Arson. Et de son fils Gonzague, je crois aussi d'ailleurs. Les deux étaient très, très impliqués là-dedans. Euh, Outre cela, Pierre-Joseph Arson a beaucoup participé à, à des financements de projets publics pour la ville de Nice. Il a également été anobli, je crois. Pas anobli, mais non. Il a été. Je sais pas comment on dit. Mais il a été nommé chevalier de Saint-Joseph, quelque chose comme ça. Il a eu des titres, en fait. Il a été. Voilà, il a eu droit à certains titres particuliers. Ce que l'on retrouve d'ailleurs sur le caveau de la famille Arson, Arson de Saint-Joseph. Donc, comme je le disais plus tôt, le roi et la reine de Macédoine, mais non pas de Macédoine, mince, je l'avais tout à l'heure, de Sardaigne, pardon, je dis n'importe quoi. Le roi et la reine de Sardaigne sont venus à la Villa Arson parce que c'était un lieu où l'on venait pour se promener dans les jardins. C'était un lieu très chic, quoi, très, euh, voilà. Mais donc, le roi et la reine de Sardaigne ont été invités à la Villa Arson, offrant à Pierre-Joseph Arson une tabatière en or et à sa femme un collier en émeraude. Donc ça a été un lieu très très important dans la vie à la fois politique et même bourgeoise un peu de la ville de Nice, cette Villa Arson. Mais aussi Pierre-Joseph Arson était connu pour être quelqu'un de très mystique en fait. Il a jamais abandonné l'alchimie, il a jamais réellement abandonné la franc-maçonnerie. Et d'où le phénix aussi. Et en fait, ce Pierre-Joseph Arson était connu pour être un extravagant. Il avait toujours un long manteau rouge, on le voyait déambuler dans les jardins pendant les soirs de pleine lune. C'était quelqu'un de très singulier dans le paysage niçois. Et ce Pierre-Joseph Arson, les 10 dernières années de sa vie, il les a passées
a, a préparé la ville Arson comme son tombeau résurrectionnel. Et, et en fait, en bas de la Villa Arson, ce que j'ai pas encore eu le temps, mais je pense que je le reproduirai à un moment donné, ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est la petite église de la colline Saint-Barthélemy qui se trouve juste ici, avec le cimetière. Et en fait, il a construit le caveau de la famille Arson au sud exact d'une statue qui devait se trouver à peu près par ici, je dirais. Euh, c'est très dur de dire, hein. Là, j'ai pas les plans de l'époque, j'ai pas le. Mais en tout cas, c'était exactement au sud d'une statue. Je crois que c'était Vénus. Mais là encore, il faudrait demander soit à son héritier, soit faire des recherches. Mais je crois que c'est la statue de Vénus. Et en tout cas, c'était une statue d'une divinité, pas n'importe laquelle. Et au sud exact de ça, voilà, il a construit le caveau de la famille Arson. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après la mort de Pierre-Joseph Arson, son fils et héritier Gonzague exhume le corps de Pierre-Joseph Arson. Et en fait, donc la police est là au moment où il exhume le corps, mais après on ne sait pas ce qu'il en a fait, on ne sait pas où il l'a réenterré. Et alors là, la légende voudrait que... Donc là, on est rentré dans le bâtiment administratif. La Villa Rouge est devenue le bâtiment administratif, pardon. Hop, la légende voudrait que... Donc là, on a accès à la bibliothèque, là-bas, le plan. Il a été réenterré près de l'ancienne chapelle qui se trouve ici. Et ici, en fait, on est au secrétariat pédagogique. Et donc, le corps de Pierre-Joseph Arson aurait été enterré quelque part par là. C'est une légende. En réalité, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Voilà. Et c'est... Hop. Et donc ici, nous arrivons dans la bibliothèque de la Villa Arson. Une bibliothèque d'art contemporain, très très bien. Et donc là, on a le bâtiment administratif. Bon, il y a des bureaux, quoi. C'est pas non plus... Hop. Et alors, ce que je montrais tout à l'heure, mais il n'y avait pas grand monde, c'est que je me suis aussi amusé à recréer des tunnels sous la Villa Arson. Là. Pour pouvoir faire vivre un peu toutes ces légendes de passages secrets, de tombeaux secrets, de tout ça. Voilà, donc là, hop, on a des passages. Donc là, un peu, là, je crois que tout est fermé. Ouais, j'avais tout refermé. Mais donc, il y a des systèmes avec des leviers. Donc là, on a une première salle, un peu avec le mur cassé. Voilà. Une espèce de salle de rituel, on ne sait pas trop. Donc là, il y a un levier que j'avais déjà ouvert normalement. Là-bas, ça donne sur l'atelier des 4e années. Alors, il faut savoir que ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, le tunnel existe réellement. Il est bouché à cet endroit-là, mais il y a réellement un tunnel qui part d'ici. Alors, a priori, c'était plutôt un outil pour faire des exercices de perspective, mais je crois qu'apparemment, il allait peut-être aussi au théâtre, je ne sais pas exactement, mais voilà, il y a un tunnel. Et donc là, voilà, on a ce petit passage qui peut se refermer d'ailleurs. Et donc là, hop, si on descend, hop, on peut aller dans une autre dimension qui dans Minecraft s'appelle le Nether. Appuyez sur laquelle j'ai commencé à reproduire une vision de la Villa Arson ancienne, avec les jardins qui sont quand même beaucoup plus petits que ce qu'ils devraient être, parce que voilà, je n'ai pas trop d'idées de à quoi ils peuvent ressembler, et puis l'important c'est l'esprit, et puis voilà, il faudrait casser tout ça, et pour des raisons de temps. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plutôt voilà l'ambiance et l'idée de. C'est même, en fait, c'était surtout la villa elle-même qui m'intéressait là pour le coup, que j'ai pas encore meublé, que j'ai pas encore voilà. Pour le moment, ce n'est qu'un squelette de villa. Et en même temps, j'aime bien aussi ce côté un peu éventré comme ça Donc on a donc la villa Arson qu'on connaît ici, mais à côté, en fait, une extension qui existait au moment, qui a été construite qui a été construite par Pierre-Joseph Arson justement pour accueillir plus de monde à la Villa Arson.
Et, euh, et, mince. Et voilà, et qui avait été un peu défiguré par l'hôtel puis l'hôpital psychiatrique, et qui au final a été détruit par l'architecte Michel Marot parce que elle n'avait plus de, elle n'allait plus avec la villa d'origine. Appuyez sur T, E, N, T, R, accent aigu, O, U, manette BMD droit pour ouvrir le chat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai déjà parlé de pas mal de choses. Peut-être qu'on peut refaire un tour en planant sur les terrasses. Ça peut être intéressant. Voilà, une petite vue aérienne. On va partir d'en bas. On va essayer de se cantonner à ce qu'on peut voir quand même, de pas trop. Ah bah ça va être une vue nocturne. Ok, donc on va, voilà, on est en train de traverser cette ville Arson. Pardon. Donc j'ai pas parlé non plus du studio 14 que vous voyez là, cette espèce de petit espace là. Je le pointe avec mon objet là, ici, cet espace là. Même je peux y aller, remarque. Bon, qui était un espace d'atelier pour les artistes en résidence ou ce qu'on appelle les post-diplômes. Bon, c'est un espace assez polyvalent aussi. Euh, hop, et nous voilà revenus à l'entrée de la ville Arson. Et je pense qu'on peut quitter cette première vidéo. Alors après, j'ai pas grand-chose à dire sur l'hôpital psychiatrique pour femmes, si ce n'est qu'il a été assez dur à la ville de Nice de s'en débarrasser. Ni trop sur l'hôtel. Qu'est-ce que je pourrais rajouter Oui, enfin, la ville Arson avait été rachetée en fait par la ville de Nice quand c'était encore un hôpital, parce que justement, on avait 2 hectares de terrain avec des arbres, avec tout ça qui commençait à être mangé par l'urbanisme, parce que la ville Arson était très en retrait de la ville. Mais, mais pardon, elle était très en retrait de la ville, mais oui, du coup, la ville grandissant, elle commençait à être un peu encerclée par Nice Nord. Et du coup, ça fait que la ville de Nice en fait avait acheté le terrain pour le protéger, en fait, pour protéger les arbres, notamment ce patrimoine végétal très important. Et, euh, et voilà. Et du coup, maintenant, on a 7 hectares qui a subsisté et qui maintenant est devenu une école. Et voilà. Alors, la Ville Arson, pour ceux qui voudraient la visiter, en ce moment, elle est fermée, donc pour les raisons qu'on connaît. Cependant, elle est numérisée sur Google Maps, je crois. En tout cas, il y a des maquettes, ou même on peut y accéder, je crois aussi sur le site internet de la Villa Arson. On peut la visiter numériquement, c'est possible. On peut déambuler dedans. Également, elle est ouverte au public quand il y a des expositions au centre d'art contemporain. Donc là, pareil, sur le site de la Villa Arson, euh, tout est renseigné. Donc la Villa Arson ouvre quand elle est ouverte euh, en fait tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h si je ne m'abuse, et l'été quand je faisais de la médiation c'était jusqu'à 19h. Donc ça c'est des informations qu'il faudra vérifier sur le site internet de la Villa Arson si ça vous intéresse. Donc après c'est à Nice bien sûr. Mais voilà, si vous avez l'occasion de passer à Nice, moi c'est un lieu que je vous conseille de visiter. Par contre, tout ce que je vous ai montré, les ateliers, l'amphithéâtre, alors l'amphithéâtre, il peut y avoir des événements publics dans le théâtre, mais globalement, on a accès uniquement donc, au jardin de l'entrée et au centre d'art qui sont ouverts au public. Il est formellement interdit de se promener dans les ateliers si vous n'êtes pas étudiant ou professeur, ou voilà, si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas dans la Villa Arson, quoi.
voilà, sont ouverts au public. Les jardins, les terrasses aussi, les terrasses supérieures que je vous ai montrées avec les fleurs, les labyrinthes, tout ça. Ça, vous pouvez le visiter. Donc voilà, donc sont ouverts au public. Le jardin de l'entrée avec la terrasse podium, tout ça. Le centre d'art et les terrasses en fait, au-dessus des ateliers. Vous pouvez aller au-dessus des ateliers, mais pas dans les ateliers. Mais ce qui vous permet tout de même d'aller quand même très très loin dans la Villa Arson. Et normalement, l'été, je ne sais pas si cette année ce sera possible à cause des raisons qu'on connaît, mais normalement, l'été également, on peut. En fait, il y a une exposition des étudiants diplômés de 5e année qui est proposée donc chaque année, à la fois à la Villa Arson aussi à la Galerie de la Marine. Voilà. Et en tout cas, moi, quand je le faisais, on faisait des visites guidées en fait dans la Villa Arson où en fait l'exposition se déployait sur l'ensemble de la villa en fait. Dans... Donc il y avait s'exposer en atelier de 4e, 5e année, 2e année et en atelier peinture aussi. Et peut-être dans d'autres espaces, je sais plus trop. Mais donc c'est aussi un moment où le public peut voir en fait ces espaces-là sous les terrasses, bien évidemment accompagnés par un médiateur. Aussi, parce qu'au final, on se rend compte que des occasions de visiter la Villa Arson, il y en a beaucoup en fait. Il y a un moment dans l'année plutôt sur les jardins d'ailleurs qui existe. Mais on a aussi, évidemment, naturellement, les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine, c'est le moment où la Villa Arson est ouverte. Vous pouvez aussi la visiter. Et voilà, donc encore une fois, toutes les informations sont sur le site internet de la Villa Arson. Si vous passez à Nice, je vous conseille vivement d'y faire un tour. C'est vraiment un lieu incroyable, tant pour son architecture que pour son histoire, que pour aussi l'école d'art elle-même, en fait. Euh, mais toujours, avant de venir à la Villa Arson, regardez les informations sur le site internet. Parce que elle n'est pas ouverte toutes les semaines, elle n'est pas ouverte en entièreté. Voilà, ça dépend des expositions, ça dépend des événements. Il y a la soirée des portes ouvertes de l'école. Pareil, les portes ouvertes, vous pouvez vraiment visiter l'école pour le coup. Mais la soirée des portes ouvertes, chaque année, qui est ouverte au public. Donc là, pareil, ça peut être sympa d'y aller. Les soirées des étudiants, en général, sont pour les étudiants, par contre. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez le site internet de la Villa Arson, qui est vraiment facile à trouver. Toutes les informations sont là. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo, soit sur du Minecraft, soit sur un autre jeu. Je ne sais pas encore ce que je ferai comme contenu. Je me laisse la liberté d'appréhender la chose, on va dire, au fur et à mesure. En tout cas, je sais que ce qui va m'intéresser, c'est soit donc vous montrer des choses que je fais sur Minecraft, mais en ayant une histoire à vous raconter derrière. Soit éventuellement même juste de parler de jeux vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo, en tant que nouvelle forme d'art, m'intéresse particulièrement. Que ce soit Minecraft ou d'autres jeux comme Stanley Parable ou de l'art ou de parler de cinéma voilà. Disons que c'est une chaîne qui pour moi est un espace de liberté. Euh, et donc vous avez pu voir, donc vous pourrez revoir en streaming cette première vidéo donc qui est une présentation donc, de cette fameuse Villa Arson sur Minecraft. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt, bonne soirée et à une prochaine fois, je l'espère.